Alors monsieur le président, je vous explique, on vous a fait une surprise, vous allez voir c'est top. Eh bien moi j'adore les surprises, c'est super. C'est ultra vomite, ils vont vous péter les tympans tant que vous aurez pas trouvé une PS5 pour Brigitte, est-ce que j'ai été clair? Et Phil, qu'est-ce que tu penses de la rumeur sur la PS5 Slim de Sony? Écoute, j'ai cru que Sony allait se lancer dans l'électroménager avec cette nouvelle de PS5 Slim. En fait, ils vont faire un nouveau grille-pain, je pense, avec le Blu-ray, la fente, qui va servir pour les tartines beurrées, tu vois. Monsieur Ryan, comment vous expliquez Biomutant en 1080p 60 fps sur la PS5? Écoutez, j'ai décidé d'envoyer à THQ Nordic la programmation pour les nuls. Avec ça, on aura peut-être un espoir de voir quelque chose de bien. Alors écoutez, depuis que mon chipounet d'amour, il l'a rencontré à l'Elysée, Carlito et McFly, eh ben il est devenu totalement sourd, comme un pot. Et oui, il entend plus rien que dalle. Bonjour les amis, eh oui c'est la fête comme vous avez vu, eh oui j'ai enfin réussi à faire marcher ma mémoire à 3600 MHz dans mon PC gamer, mais rassurez-vous on ne va pas parler que de ça dans l'actu du geek d'aujourd'hui, on va parler de plein d'autres sujets et j'en parlerai à la fin de cette réussite grâce à vous, en particulier grâce à mes abonnés qui m'ont fait plein de retours et je remercie mes abonnés ainsi que Mathieu qui se reconnaîtra. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de PS5 Slim, en l'occurrence, et oui, la nouvelle est arrivée comme vous avez vu, et je vais dire ce que j'en pense. On va parler aussi de Biomutant, qui a fait pas mal de débats, qui a fait couler de l'encre, comme on dit. On va parler aussi de TCL 825, TCL C825, vous savez, le nouveau mini LED qui va sortir, enfin, qui est sorti, et on attend toujours les tests, et on a eu un premier test, en l'occurrence, et donc je vais en parler. On va également parler de Epic Games et Sony, vous allez voir, avec 200 millions de dollars qui tournent et qui reviennent, enfin potentiellement qui auraient pu revenir. Et on va également parler de package. Le package, c'est la mise en boîtier des puces lorsqu'elles sont découpées. Les wafers des plaquettes de silicium, lorsqu'elles sont découpées, elles sont mises dans des boîtiers, ça, on appelle ça le packaging. Et il y a un packaging assez monstrueux qui est sorti chez AMD. Alors commençons tout de suite par la PS5 Slim. On a vu cette nouvelle comme quoi finalement Sony sortirait peut-être une PS5 Slim plus tôt que prévu. Alors écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai des doutes, sauf sous une condition, mais j'ai des doutes parce que la PS5 Slim, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement une réduction importante de la surface de la PS5, donc un APU en l'occurrence qui chaufferait beaucoup moins. Or, ce n'est pas la direction qui est prise. Je vous rappelle, regardez ma vidéo sur la PS5 6 nanomètres, que l'on va baisser effectivement en 6 nanomètres, que au mieux, si on fait du 6 nanomètres optimisé, car actuellement la puce de la PS5 est en 7 nanomètres optimisé, on gagnerait peut-être 25 watts maximum. C'est-à-dire qu'en pic, on passerait de 200 watts à 175 watts sur la consommation. Ce n'est pas suffisant pour faire une PS5 Slim, ça veut dire réduire fortement la PS5. Il faudrait autre chose. Alors, quelles sont les possibilités pour que cette information soit véridique? Première possibilité, c'est qu'on ne passe pas en 6 nanomètres, mais en 5 nanomètres. Effectivement, si on passait en 5 nanomètres optimisé, là, on gagnerait à peu près 30% de consommation, comme je vous l'ai démontré dans plusieurs vidéos, entre le 7 nanomètres et le 5 nanomètres, si on misait tout sur la consommation. Là, effectivement, on passerait de 200 watts à 140 watts pic, donc on diminuerait de 30% la consommation, donc potentiellement de 30% la surface de la PS5, ce qui ne serait pas négligeable, on peut le reconnaître. Autre hypothèse assez intéressante, peut-être que lors du packaging de la PS5, lorsqu'ils ont fait le boîtier, ils ont voulu prendre aucun risque, c'est-à-dire Marc Cerny et ses équipes n'ont voulu prendre aucun risque, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté considérablement le volume, laissé de l'espace libre à l'intérieur pour que la PS5 respire, ne soit pas une nouvelle PS4 Pro première version du nom. Et donc peut-être que cette surface n'est pas totalement utile, qu'ils s'en sont aperçus par des calculs, on va dire des post-calculs, et qu'aujourd'hui ils se disent, en plus si on passe en 6 nanomètres qu'on gagne 25 watts, effectivement on peut gagner en place beaucoup parce qu'on avait pris peut-être un peu trop de marge de sécurité. C'est tout à fait possible, c'est la seconde option qu'on peut émettre là-dessus. Mais sinon je ne vois pas l'intérêt de faire une PS5 Slim, je m'explique. S'il n'y a quasiment pas de différence de consommation, on gagne 25 watts, ce n'est pas négligeable, mais c'est quand même peu, et bien si toute la surface de la PS5 est nécessaire aujourd'hui, on ne pourra pas faire une PS5 Slim silencieuse, ou alors le ventilateur risque de tourner très fortement.
Donc j'ai du mal avec cette information en 2022 PS5 Slim. Pourquoi? Je ne comprends pas cette information, d'où elle vient et si elle va être confirmée ou pas. Sauf si je vous répète, on passe en 5 nanomètres, ce qui m'étonnerait fortement. Ou alors, effectivement, la PS5 actuelle, eh bien, elle était un peu trop grande. Ils ont pris des marges de sécurité peut-être un peu trop importantes, de peur de se retrouver dans la config PS4 Pro. Ce qui peut être possible parce que je vous précise quand même que si vous regardez la Xbox Series X, elle est bien plus compacte. Alors certes, elle consomme un petit peu moins, justement, elle doit consommer 175-180 watts, mais elle est bien plus compacte. En plus, avec le métal liquide qu'il y a sous l'APU de la PS5, qui est un argument supplémentaire, peut-être qu'effectivement, ils peuvent vraiment diminuer la taille de cette PS5. Je trouve ça quand même un petit peu dommage, je vous le dis tout de suite, parce que effectivement, deux designs en moins de 2 ans, ben voilà, bon. Après, tant mieux pour tous ceux qui voulaient une PS5 Slim. Je sais que j'ai des abonnés qui l'attendent avec impatience, mais cette information reste quand même à confirmer. Biomutant, ah Biomutant, qu'est-ce qu'il fait parler de lui, Biomutant? Alors il est arrivé sur PS5 en 1080p et 60 fps, et bien entendu sur Xbox Series X, il est annoncé donc en 4K 60 fps natif, et donc bien entendu ça fait couler encore beaucoup d'encre, ça aussi. Ben je dirais, écoutez, oui, mais non, quoi. Il faut toujours pareil, il faut prendre les informations telles qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est de la rétrocompatibilité, le Biomutant, on le sait, et donc on sait que la PS5, elle n'est pas bonne en rétrocompatibilité, tout simplement. En tout cas, elle est plus difficile à manier que la Xbox Series X, en plus qui est très proche, on va dire, du monde PC, et qui est très proche des anciennes versions, avec DirectX en l'occurrence. Donc, évidemment, Xbox Series X s'en tire très très bien. Rétrocompatibilité au top, on peut le dire. PS5, rétrocompatibilité, c'est pas son fort. Et THQ Nordic a eu visiblement des problèmes pour adapter son jeu. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est peut-être pas attendu un tout petit peu pour faire un patch. Parce que voilà, ça fait beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de bruit, encore une fois, pour pas grand-chose. Et d'autant plus que ce jeu, d'après ce que j'ai lu, je ne l'ai pas essayé, est un petit peu rétro en termes de design, c'est-à-dire que grosso modo, il est sorti un petit peu trop tard, quelques années trop tard, pour être vraiment performant, en particulier sur la next-gen. Donc, je ne prends pas ça comme base, comme d'habitude. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les futurs jeux qui vont venir, les exclus, en l'occurrence, et surtout les jeux tiers qui seront sur les deux plateformes, mais vraiment optimisés sur chaque plateforme, c'est ça qui est important, sur chaque plateforme, pour voir si effectivement, il y a des grosses différences, ce que je ne crois pas, mais on en discutera dans l'avenir. Alors beaucoup de monde me demande, et le TCL C825, quand c'est que les tests arrivent? Et le TCL 825, est-ce qu'il est bien? Le mini LED, vous savez, de TCL qui est abordable. Alors, il est en 55 pouces à moins de 1400 € chez Boulanger ou chez la Fnac, en l'occurrence. Donc, c'est à peu près abordable pour un mini LED, vis-à-vis de ses concurrents Samsung, le Neo LED en l'occurrence qui est assez cher, vis-à-vis aussi de TCL, son 0 LED, vis-à-vis de LG aussi. Donc tout ça fait que, effectivement, c'est sans doute le plus abordable en mini LED. Il est concurrentiel d'ailleurs en prix avec le LG, le OLED LG C10, pas le C1, le C10 actuellement qui est un peu moins cher. D'ailleurs, vous pouvez le trouver à 1320 € à peu près en 55 pouces. En 65 pouces, d'ailleurs, le C825 TCL est d'ailleurs un peu moins cher puisqu'il tourne à 1800 €, là où le 65 pouces C10 est plus à 1900 €. Donc on a une petite différence en faveur du mini LED de TCL. Oui, mais est-ce que ce mini LED est bien? Alors on a eu un premier test de station off play. Je ne sais pas trop ce que vaut ce test, puisqu'il n'y a aucune mesure. Grosso modo, qu'est-ce que dit ce test? Il dit il est génial. Voilà. Il dit en luminosité, il est génial. En image, il est génial. En son, il est super. Alors, il est vrai qu'en son, ils ont soigné le son, je le précise. Il y a une barre Onkyo, et en plus, il y a un caisson de basse à l'arrière qui a l'air de faire le taf, comme on dit, qui a l'air de faire un très très bon son, ce qui est assez rare pour les téléviseurs, il faut le reconnaître, même si ça s'est amélioré par rapport au passé. Je vous rappelle que ce téléviseur possède toutes les normes, comme ça il n'y a pas de discussion, hein. Ça c'est les Chinois, Hisense et TCL, ils font ça tout le temps, c'est-à-dire HDR10+, c'est la norme Samsung, vous savez, qui concurrence le Dolby Vision, eh bien il a les deux, comme ça il n'y a pas de problème, Dolby Vision IQ en plus. Il peut également, et c'est surtout ça qui est important, il est compatible DTS, parce que certaines personnes me disent, est-ce que le LG par exemple, les LG OLED sont compatibles DTS? Eh bien non, il y a beaucoup de téléviseurs qui ne sont pas compatibles, celui-ci il l'est, ce qui est important quand même si vous voulez sortir du son DTS. Et surtout, il est VRR, 120 Hz, ALLM, eARC, bref, il a toutes les normes pour le gaming, visiblement. Il a en plus un temps, je dis bien visiblement, ce sera testé, mais un temps de latence qui est minimal. Donc pour un écran jeu, oui, il est intéressant. Oui, mais ça ne change rien, on n'a toujours pas de test de luminosité, de pic de luminosité, on n'a pas de test non plus de colorimétrie, de temps de rétention, le blooming, tout ça, on n'a pas de test fiable.
comme sur un site comme par exemple Artings que j'attends, ou comme HDTV Test avec Vincent, ou pourquoi pas PP World avec son collègue qui fait des tests et des mesures maintenant. Donc je vous rappelle quand même qu'il fait 1000 nits ou 1000 candelas par mètre carré en termes de pic de luminosité, ce qui est quand même pas si mal pour un écran comme ça. Maintenant il faudra voir s'il suit bien la courbe et s'il respecte fidèlement les pics de luminosité, mais aussi les luminosités tout le long de la courbe. C'est tout ça que je veux voir, c'est-à-dire avoir un peu plus de détails techniquement parlant. Le blooming par exemple, il y aura du blooming. Il faut savoir qu'il fait 160 zones de local dimming, alors on peut dire que c'est peu, je vous rappelle quand même que le XH90 par exemple n'en fait que 32, donc c'est quand même pas si mal que ça, mais il y aura du blooming, ce n'est pas un OLED, il ne faut pas rêver. Donc justement, je veux voir tout ça, je veux voir si effectivement en termes de blooming, ils ont peut-être un petit peu diminué, vous savez, grâce au processeur. Ce qui est arrivé sur le Samsung, on a l'impression quand même que des fois, sur les noirs, il y a des pertes de détails. Alors il faut savoir que les néo-LED de Samsung sont apparemment au top, d'après les retours de pas mal de youtubeurs, d'essais qui ont été faits, mais quand même, on peut avoir l'impression qu'il y a quand même quelques pertes de détails vis-à-vis du OLED, et c'est logique, parce que le OLED, bien entendu, chaque pixel est indépendant. Donc mon conseil est simple, si vous êtes pressé, oui, vous pouvez le prendre cet écran, il ne sera pas mauvais, j'en suis persuadé dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je peux vous dire que ce sera un bel écran. Mais vous avez le choix entre le OLED et le mini LED, eh bien il faut regarder, parce que le OLED, il y a moins de luminosité, donc dans une pièce éclairée, effectivement, c'est mieux le mini LED. Par contre, le OLED restera toujours supérieur en termes de blooming et de contraste. Je vais rapidement parler de Epic Games parce que c'est toujours intéressant de parler de stratégie. Vous savez que Sony a, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, donné 200 millions en investissement, bien entendu, pour aider Epic Games qui avait fait un appel de 1 milliard de dollars. Ils ont donné 200 millions parce que, bien entendu, ils ont donné entre guillemets, parce qu'ils ont mis des billes plutôt dans Epic Games. Ils comptent bien avoir des retours, bien entendu, mais c'est surtout parce que, je vous rappelle, Epic Games, Unreal Engine 5 en l'occurrence, il y a beaucoup de partenariats entre ces deux entreprises. Toutefois, ce partenariat n'est pas allé jusqu'au bout, visiblement, et je m'en explique. Epic Games a essayé de faire un appel pour avoir des exclusivités, ben oui, pour se renforcer par rapport à Steam en l'occurrence, et aussi par rapport au Game Pass peut-être de Xbox. Donc ils ont essayé d'abord de contacter 3 compagnies d'ailleurs, Nintendo, Microsoft, Xbox et PlayStation Sony. Nintendo a refusé carrément, ce qui veut dire que Nintendo veut vraiment rester dans son giron, veut rester maître de ses exclusivités et ne veut pas les distribuer comme ça. Est-ce que d'ailleurs le Game Pass, parce qu'il y a tractation, je vous rappelle, de Microsoft avec Nintendo, va rentrer un jour sur la Switch, par exemple la Switch, pourquoi pas? Eh bien ce n'est pas sûr parce que Nintendo, ils sont assez cloisonnés vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de Epic, vis-à-vis de Sony, vis-à-vis de Microsoft, ils ont leur propre écosystème, ils entendent bien le garder. Donc ça a été un refus pour Epic. Ça a été un refus du côté de Microsoft, ça paraît assez logique, le Game Pass est en concurrence quand même directe avec Epic Games, donc ça me paraît assez logique que Microsoft ait refusé. Et restait Sony. Et donc Sony, qu'est-ce qu'ils ont fait? Epic Games, ils ont proposé à Sony de payer 200 millions de dollars, c'est marrant parce que Sony avait donné 200 millions de dollars, hop, ils reviennent les 200 millions de dollars, contre quelques exclusivités, pour Epic Games, en particulier 4 à 6 exclusivités. On a vu que Horizon Zero Dawn est sorti sur PC, on a vu que Days Gone est sorti sur PC, il devait en avoir entre 4 et 6. Et c'est peut-être par contre tombé à l'eau parce que Epic Games aurait dit à Sony, pas question d'aller au-delà de 200 millions tant qu'on n'a pas rentabilisé justement les 200 millions avec les exclus que vous nous donneriez. Donc visiblement, accord il n'y a pas eu, mais voilà, l'affaire est assez marrante parce que vous voyez, les sommes d'argent viennent et peuvent revenir aussi vite. Alors rapidement, je voulais vous parler d'un phénomène, d'un monstre à mes yeux. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai fait de la testabilité, rappelez-vous, donc j'ai testé des puces sur wafer, j'ai fait des programmes de test sur wafer, j'ai fait de la qualification et des choses comme ça, et j'ai fait aussi du packaging, ça veut dire j'ai testé des puces packagées, c'est-à-dire les puces, vous savez, elles sont découpées sur les paquets de silicium, elles sont montées dans des boîtiers, les boîtiers que vous avez vus, et dessous, quand vous regardez, vous avez plein de pins, c'est ce qu'on appelle le packaging. Et là, il y a un monstre qui est sorti, c'est le Epic 7004, et visiblement, il aurait 1718 pins. 1718, c'est juste monstrueux. Alors, il faut savoir que c'est excessivement compliqué de faire du packaging, que c'est très coûteux, qu'il suffit d'un seul packaging défectueux sur les 1718 pour que la puce, en final test, qu'on appelle en final test, c'est-à-dire en boîtier, elle soit jetée, parce qu'elle est perdue, parce que le packaging ne s'est pas bien passé, alors que la puce à l'intérieur est bonne. Mais si vous avez un contact défectueux, c'est foutu. Et vous ne pouvez pas récupérer la puce, malheureusement, parce que bien entendu, elle est collée. Il y a des systèmes de collage qui font qu'elle est perdue. Donc vous imaginez 1718 pins, pour vous donner un ordre d'idée, le 68000 Motorola de l'époque, bien entendu, qui était dans les premiers IBM, vous savez, les personal computing, mais qui était aussi dans l'Atari 520 ST et 1040 ST, mais aussi dans les Amiga,
Vous savez, les ordinateurs qui servaient également de plateforme de jeu, des ordinateurs mythiques en l'occurrence, j'ai eu l'Atari 1040 ST, eh bien c'était 68 000 qui étaient à l'intérieur, eh bien il y avait 64 pins. 64 pins avec les pins d'alimentation. Et là, on parle de 1718 pins. Je ne sais pas si vous imaginez, 1718 contacts. Donc c'est juste monstrueux. À mettre en place aussi d'ailleurs pour les sockets, etc. C'est juste énorme. Voilà, je voulais juste vous transmettre cette information parce que pour vous, ça ne parle peut-être pas beaucoup, mais pour moi qui fais beaucoup de tests, je peux vous dire 1718 pins, c'est juste l'horreur. Je me demande d'ailleurs comment ils font. Vraiment, la technique s'est améliorée là aussi parce qu'à l'époque, ça aurait été tout simplement impossible. Pour finir, on va rapidement parler de mon PC. Eh bien, ça fonctionne. Je remercie mes abonnés. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'avais vu qu'il fallait mettre sur le slot 2 et 4. Donc je vais le préciser ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui, par exemple, seraient comme moi un peu perdus au départ. Il faut mettre sur le slot 2 et 4 pour pouvoir faire de l'XMP, c'est-à-dire de l'Extreme Memory Performance, ou l'équivalent Asus qui est le DOCP, c'est-à-dire pouvoir monter, passer de 2440 MHz à par exemple 3600 MHz dans mon cas, pour les HyperX Predator. Donc j'avais mis sur 2 et 4, c'était les bons slots, j'avais lu ça effectivement, ça ne marchait pas, et en fait j'ai fait le flash de la BIOS, mais j'avais changé entre temps les places des mémoires, parce que j'avais tout essayé comme je vous ai dit, et on se perd très vite, effectivement, il faut être très rigoureux, hein. Et donc effectivement elle n'était plus sur les slots 2 et 4. Donc du coup, quand j'ai remis le nouveau BIOS, quand j'ai réessayé, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pensé à remettre les barrettes mémoire sur le slot 2 et 4. Une fois fait, grâce à vous les abonnés, grâce à Mathieu aussi que je remercie, eh bien ça a fonctionné du premier coup, youpi trolala. Donc pour dire quand même, j'ai essayé aussi en manuel, en faisant des essais manuels, par contre en overclocking ça n'a pas fonctionné, il faut que je regarde un peu plus, j'ai voulu m'amuser pour pouvoir un peu overclocker la mémoire, juste pour voir si ça fonctionnait. Alors je vais recevoir la Crucial Balistic 3600 MHz, eh bien écoutez, je vais pouvoir faire des comparatifs quand même, je vais comparer un peu les deux mémoires, en sachant, et je le précise, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, hein, qu'il est inutile d'avoir les 4 barrettes mémoire, alors sauf si vous voulez 32 Go bien entendu, mais que c'est mieux d'être en dual channel sur les mémoires à 3600 MHz plutôt qu'en quad channel à 2440 MHz bien entendu. Parce que là, bien entendu, vous perdez en performance. En l'occurrence, il vaut mieux être en dual channel par contre qu'en single channel. Ça veut dire que si vous avez une seule barrette 16 Go, c'est moins bon que si vous avez deux barrettes 8 Go qui sont justement sur ces deux canaux, les deux canaux 2 et 4 de la B550 Asus TUF Gaming. Voilà, donc maintenant ça tourne. Donc petit à petit j'avance, j'ai remis mes logiciels, comme vous avez vu j'ai fait des montages des vidéos sur ce PC. Alors le bruit, je voulais rapidement parler du bruit, j'avais dit que ça faisait un peu de bruit, ça venait de ma carte GTX 750 Ti, parce qu'il y a un ventilateur qui commençait à lâcher, et qui a même totalement lâché, il fait un bruit énorme, j'ai dû l'arrêter, donc deux ventilos, il y en a un que j'ai arrêté. Pas d'inquiétude, j'ai un contrôle de température. Le contrôle de température, lorsque je ne suis pas en jeu, ne monte pas à plus de 40 degrés. Donc aucun problème, je peux arrêter un des deux ventilos sur deux, d'autant plus que le B601 Be Quiet, mon boîtier, est très volumineux. Il y a un flux d'air très important, aucun problème de surchauffe de ce côté-là. Par contre, ça veut dire que je dois trouver rapidement une carte graphique parce que déjà un ventilo qui claque, si le deuxième claque, vous avez compris, ça va devenir problématique pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!